Bon, on va commencer par une petite expérience de pensée. Imagine qu'on efface d'un coup de la mémoire humaine toutes les journées qu'on a passées à répondre à des emails, à faire la vaisselle ou à payer des factures. Oula, il resterait vraiment pas grand-chose en fait. Mais c'est exactement ça. Pour la plupart d'entre nous, on garderait en mémoire quoi, peut-être quelques jours par an? Ouais, tout le reste disparaîtrait dans une sorte de trou noir, une amnésie administrative totale. C'est assez terrifiant quand on y pense, hein. Ah mais c'est super angoissant. Et c'est exactement ce qui nous ramène à notre discussion précédente, tu sais, sur l'épuisement quotidien. Cette impression d'être sur un tapis roulant qui va toujours un peu trop vite. Complètement. Et le réflexe naturel qu'on a tous face à une liste de choses à faire qui s'allonge à l'infini, c'est de se dire qu'il faut en faire plus. Qu'il faut optimiser la moindre minute, devenir une machine d'efficacité absolue. Voilà. Sauf que c'est un piège absolu. Essayer d'en faire plus, ça ne résout rien du tout. Ça épuise juste la batterie beaucoup plus vite. C'est tout le paradoxe de notre époque. On vénère la vitesse pure au lieu de chercher l'intention. Ouais, c'est clair. Il y a une citation de l'écrivain italien Cesare Pavese qui résume ça avec une poésie redoutable. Il dit « On ne se souvient pas du jour, juste de l'instant Ah ouais, c'est beau. Et ça tape juste. ». Et c'est vraiment le point de bascule de notre réflexion d'aujourd'hui. Parce que d'un point de vue neurobiologique, notre cerveau est une machine conçue pour économiser de l'énergie. Il efface purement et simplement les routines répétitives pour ne pas saturer. Ce qui explique ce brouillard de micro-tâches à la fin de l'année. Exactement. Et l'antidote à cette amnésie des journées surchargées, c'est ce qu'on appelle le concept du highlight, qu'on pourrait traduire par le temps fort quotidien. Bon, décortiquons un peu ça, parce que sur le papier, déclarer qu'il faut juste un temps fort par jour, ça a l'air presque trop simple. Oui, on dirait une citation sur un mug de développement personnel. C'est ça, le truc un peu cliché à défaut. Mais quand on regarde de plus près comment on structure nos vies, on remarque qu'on est souvent coincé entre deux extrêmes qui s'ignorent totalement. D'un côté, tu as les objectifs de vie gigantesques. Écrire un roman, bâtir une maison, Des trucs magnifiques, mais tellement massifs. tellement lointain. On ne peut absolument pas s'y accrocher un mardi matin à 9 heures quand il pleut, quoi. C'est clair. Et à l'autre bout du spectre, t'as le bruit de fond de l'existence. Les tâches, Un vide de l'intendance pure. Payer l'assurance, relancer un collègue, vider le lave-vaisselle, c'est immédiat, on le raye de la liste, mais c'est vide de sens. Et on oscille constamment entre rêver à nos grands objectifs inaccessibles et se noyer dans la petite mécanique quotidienne. Il y a un vide immense au milieu. un vide dans lequel notre temps glisse entre nos doigts. Notre psychologie n'est pas câblée pour se nourrir uniquement de tâches de 5 minutes, ni pour puiser de l'énergie dans des visions à 10 ans. Donc, le juste milieu, c'est le temps fort, le highlight. Voilà, c'est l'activité de taille moyenne qui donne une texture, une saveur à une journée banale. Pour bien imager ça, c'est comme regarder une vieille photo de vacances. Ah, la fameuse photo. Ouais, l'expérience universelle. Quand on repense à ce voyage en Italie d'il y a 5 ans, on ne se souvient pas d'avoir passé 3 heures un dimanche soir à comparer les prix des voitures de location sur Internet. Ça, c'est la tâche. Et on ne se souvient pas non plus du plan d'épargne sur 3 ans pour payer les billets d'avion. Ça, c'est l'objectif. Exactement. Tout ça, le cerveau l'a supprimé. Ce dont on se souvient avec une clarté absolue, c'est ce dîner incroyable sur la petite terrasse face à la mer, avec le coucher de soleil. C'est ça le highlight. Et on a l'impression que dans notre vie quotidienne, on oublie de programmer ces dîners face à la mer. On ne programme que les locations de voitures. Ce qui est fascinant quand on creuse cette métaphore, c'est la mécanique invisible de notre attention. Notre cerveau construit notre réalité uniquement avec les éléments auxquels on prête consciemment attention. Genre un filtre. Exactement. Il y a une structure qui s'appelle le système réticulé activateur qui filtre des millions d'informations. Si on passe 12 heures par jour à diriger ce filtre vers des urgences mineures, le cerveau encode notre réalité entière comme une corvée ininterrompue. C'est déprimant, ça. Même mathématique. Mais du coup, décider de se focaliser sur un temps fort unique par jour et surtout de le nommer à l'avance, c'est un acte de piratage de ce système. C'est reprendre le volant et dire à son cerveau « Aujourd'hui, voici le point d'ancrage principal ». Ça redonne un cap. Ok, l'idée de pirater son propre cerveau, je trouve ça génial. Mais soyons hyper concrets. Face à 50 urgences qui hurlent dès le réveil, les notifications, les collègues, le premier réflexe, c'est d'éteindre le plus gros incendie. C'est une façon de choisir son temps fort, non? Mais ça peut pas être la seule boussole, sinon on finit un burn-out. C'est une super observation. Éteindre les incendies, c'est la première des 3 grandes boussoles. C'est la boussole de l'urgence. L'approche très pragmatique. On parle de ce qui doit impérativement être fait.
Mais attention, pas le faux sentiment d'urgence d'un nouveau message Slack. On parle d'une vraie échéance critique. Voilà. Le genre de truc qui t'empêche de dormir à 3 heures du matin. Sur le plan physiologique, c'est l'effet Zeigarnik, cette tendance du cerveau à rester obsédé par une tâche inachevée. Ça maintient ton cortisol élevé en permanence. Ça peut être un devis crucial pour le boulot ou même préparer la maison parce que la belle famille arrive dîner et tu peux pas repousser. Ouais, t'es obligé de le faire. Choisir ça comme highlight, c'est chercher une libération chimique. Faire de cette urgence absolue son temps fort, c'est fermer la boucle mentale pour se garantir une fin de journée sereine, sans culpabilité. Le soulagement de désamorcer à bombe. Bon, la deuxième boussole, je dois avouer que c'est ma préférée. Elle est beaucoup plus lumineuse. C'est la boussole de la satisfaction. On quitte le « je dois » pour entrer dans le « je veux ». Mais curieusement, c'est parfois plus dur à gérer. Bah oui, pour une raison purement neurochimique, les choses qu'on veut accomplir n'ont généralement aucune date butoir. Il n'y a pas d'huissier qui va venir si tu n'écris pas ton roman aujourd'hui. Exactement. Il n'y a pas de menace. C'est pour ça que ce sont les victimes collatérales de la procrastination. On se dit toujours j'y m'y mettrai quand j'aurai le temps. Sauf que le temps, ça se trouve pas au fond d'un tiroir, ça se fabrique. Et choisir la satisfaction pour son temps fort, c'est forger ce temps. Écrire les 5 premières pages d'un projet, chercher un lieu de vacances, c'est briser la malédiction du « un jour peut-être ». Et d'un point de vue cognitif, alors qu'éteindre une urgence baisse le cortisol, avancer sur un projet de fond génère de la dopamine, liée à l'accomplissement. En nommant ça comme ton highlight, tu le places artificiellement au même niveau de priorité qu'une urgence dans ton cerveau. C'est brillant. Ça contourne notre biais pour le court terme. Ce qui nous amène à la troisième boussole, de loin la plus complexe à assumer dans notre société. La boussole de la joie. Ah, la fameuse. Alors là, attends, je vais faire l'avocat du diable une seconde. L'urgence, je comprends, ça paie les factures. La satisfaction, ça donne du sens. Mais la joie, on parle d'activités genre jouer au frisbee, s'allonger pour lire de la science-fiction ou jouer un morceau des Beatles à la guitare. Est-ce qu'on peut sérieusement considérer ça comme la priorité d'une journée productive? C'est pas une grosse perte de temps déguisée? C'est la réaction la plus naturelle au monde. Et ça met en lumière le grand mythe toxique moderne. Cette idée que chaque heure de l'existence doit être rentabilisée sur un tableau de bord. C'est ce besoin de tout optimiser qui génère l'épuisement. Ouais, on culpabilise de rien faire. Il faut changer de paradigme en fait. Le temps n'est absolument jamais perdu si on a décidé consciemment de la façon dont on l'utilise. Le temps n'est perdu que si on ne choisit pas comment on le perd. C'est hyper puissant. Les neurosciences le montrent. Passer 2 heures sur les réseaux sociaux par réflexe, sans s'en rendre compte, parce que le cerveau cherche de la dopamine facile, c'est du temps volé. Le cerveau est en mode par défaut. Alors que si je bloque 1 heure et demie pour lire au soleil, C'est un acte de reprise en main par ton cortex préfrontal. Choisir la joie avec intention, ce n'est pas un caprice. C'est presque un acte de rébellion. C'est affirmer que l'événement principal de ta journée, ce n'est pas de répondre aux attentes frénétiques du monde, c'est d'expérimenter de la joie. ça déculpabilise tellement le concept de loisir. On arrête de voir le repos comme une faiblesse, ça devient un choix stratégique. Mais du coup, une fois qu'on a ces 3 boussoles, urgence, satisfaction, joie, le risque c'est la démesure. Si je suis hyper motivé et que mon temps fort c'est réécrire la moitié d'un livre, je vais être paralysé. Il y a une limite temporelle, non? Absolument. La recherche sur les rythmes de travail pointe vers une fenêtre idéale, un sweet spot. Il faut viser un temps fort qui dure entre 60 et 90 minutes. Pas moins, pas plus. Entre 1 heure et 1 heure et demie, pourquoi pas 30 minutes sur la pause déj ou un marathon de 3 heures? C'est dicté par notre architecture cognitive. La limite basse d'1 heure s'explique par la phase de friction. Quand on démarre une tâche complexe, le cerveau ne s'allume pas instantanément. Il faut 20 à 25 minutes d'échauffement. Repousser les distractions, retrouver le contexte pour atteindre cet état de flow. Donc si on se donne moins d'1 heure, le temps d'être vraiment dedans, il faut s'arrêter. C'est super frustrant. C'est exactement ça. Et pour la limite haute, au-delà d'1 heure et demie, il y a la fatigue mentale, ce qu'on appelle l'épuisement de l'ego. Le fameux ego depletion. Oui, le cortex préfrontal, qui maintient la concentration, consomme énormément de glucose. Au bout de 90 minutes, les réserves baissent. L'attention vacille, la moindre notification devient insurmontable. Donc 60 à 90 minutes, c'est la posologie parfaite. C'est suffisant pour accomplir quelque chose de substantiel, mais assez court pour ne pas s'épuiser. Ok, le contrat idéal. Mais bon, on connaît la vraie vie. On a beau faire un super contrat avec soi-même le matin, le chaos trouve toujours un chemin.
Il y a l'anecdote de Jake, l'un des concepteurs de la méthode, qui illustre ça à la perfection. Ah oui, l'histoire de sa journée désastreuse. Voilà. Le matin, il se lève serein. Il choisit la satisfaction, il doit relire 100 pages d'un manuscrit important. Il a sanctuarisé son bloc de 90 minutes. Et c'est là que le grain de sable arrive. Un énorme problème de plomberie chez lui en pleine matinée. De l'eau partout, l'artisan en urgence, le stress qui monte. Ce qui draine déjà toute son énergie décisionnelle. Et bim, le stress se transforme en migraine carabinée, pile quand il doit s'asseoir pour lire. Et comme l'univers a de l'humour, des amis l'appellent pour s'inviter à dîner à la dernière minute. Dans un modèle de productivité classique, c'est un échec cuisant. La culpabilité totale. Mais c'est là que la flexibilité de cette approche révèle sa vraie puissance. Complètement. Au lieu de s'entêter et de lire 3 pages avec mal au crâne, il a fait un choix radical. Il a effacé son temps fort initial en plein vol. Il s'est dit « Ma journée est un naufrage logistique. Mon nouveau highlight, ma priorité absolue, c'est d'être pleinement présent et de profiter à fond de ce dîner improvisé avec mes amis. » Il est passé de la satisfaction à la joie en une seconde. Sa journée cauchemardesque est devenue une excellente journée dans sa mémoire. Il a juste accepté de lâcher prise. La vraie productivité, c'est pas de construire des murs pour éviter le chaos, c'est de surfer dessus. Si on prend du recul, la valeur de cette anecdote est inestimable. Ça montre que ce système n'est pas une camisole de force. Si ça devenait une énième source d'angoisse de performance, ça raterait son but. L'implication comportementale majeure, c'est la résilience. Le fait d'échouer un jour donné n'a strictement aucune importance mathématique. Personne ne tient les scores. Voilà. Le droit à l'erreur est inclus. Le droit aux imprévus, à la fatigue. La magie neurobiologique, c'est que chaque matin, le sommeil réinitialise le système. On a une page blanche. L'important, c'est de créer cette nouvelle autoroute neuronale pour se demander chaque jour, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui. C'est presque un mécanisme d'autocompassion. On sort de la logique punitive. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que définir un temps fort, ça ne fait pas disparaître les urgences magiquement. Elles existeront toujours. Bien sûr. Mais c'est se forger un nouveau réglage par défaut, un point d'ancrage massif pour ne plus simplement subir les exigences des autres du matin au soir. C'est la construction d'une armure mentale. Et ça amène une réflexion fascinante. Et si la véritable productivité, au XXIe siècle, ce n'était plus d'abattre un max de travail dans un minimum de temps? Et si c'était en fait la capacité féroce, presque animale, à protéger jalousement une seule heure de son temps, chaque jour, pour faire ce qui nous rend humains et nous donne de l'énergie? Protéger jalousement son humanité, ne serait-ce qu'une heure par jour au milieu du bruit. Ça donne vraiment envie de s'y mettre. Sauf que, évidemment, une fois qu'on a pris cette décision héroïque de protéger cette heure sacrée, le vrai combat commence. Ah oui, parce que les ennemis sont nombreux. On a tous un petit rectangle de verre dans notre poche avec des milliers d'ingénieurs dont la seule mission est de faire dérailler cette fameuse heure. Comprendre quoi choisir, c'est une chose, mais comprendre comment construire des défenses imperméables face à la distraction numérique, c'est une toute autre dimension. C'est la grande bataille de l'attention, l'art de maintenir une concentration inébranlable, ce fameux mode laser qu'il va falloir décortiquer pour que le temps fort ne reste pas un simple vœu pieux. C'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.